Sans tabou ni détour, le président Félix-Antoine Tshisekedi a rencontré les préoccupations de la presse nationale. D'entrée de jeu, la question de la décrispation politique a été posée. Eddie Capin, des consorts non partants pour la grâce présidentielle, la fermeture de RTFS 1 et les passeports non délivrés à Salomon. Vous avez parlé de RTVS 1. Je n'ai pas pris cette décision. Ce n'est pas moi qui l'ai prise, mais lorsque on m'a informé de cette décision, on m'a dit que cet organe de presse s'était plusieurs fois illustré par des discours haineux, frisant même le tribalisme et l'appel à la haine. Je n'ai pas d'éléments donc, pour confirmer ou infirmer cela. Mais lorsque je serai à Kinshasa, j'en aurai plus. Donc, on m'a dit que la justice allait être saisie. Donc, vous avez parlé d'Eddie Capin. Bon, je ne sais pas s'il est libérable déjà. Moi, je ne connais pas le dossier. Mais laissez-moi m'en enquérir et puis je pourrai mieux vous répondre. La visite du président de la République à Ituri est à placer dans le cadre du réconfort et de la compassion envers les compatriotes éplorés. Le président de la République est allé aussi encourager les FARDC dans les opérations visant à anéantir ou amoindrir les assaillants. 30% des places dans les institutions, c'est le quota des femmes proposé par le chef de l'État, mais une base juridique reste à définir au niveau du Parlement. Quant au gouvernement, tu as raison, retarde encore sa sortie. Le président de la République a besoin d'une opposition constructive. Il en a parlé déjà avec la présidente de l'Assemblée nationale, Jeannine Mabunda. Il y a une opposition qui tarde à prendre forme, mais qui prendra sûrement forme parce que je compte vraiment les accompagner dans cet exercice parce que je tiens à ce que nous ayons une opposition, une vraie opposition, une opposition constructive qui va vraiment être le contrepoids du gouvernement et qui doit, d'ailleurs en son temps, j'avais parlé de ça à Madame la Présidente de l'Assemblée en disant je souhaiterais que l'on confie la présidence de la Commission des Finances, par exemple, à l'opposition. Construction pont route rail entre Kinshasa et Brazzaville. Le projet préoccupe aussi bien le chef de l'État que les compatriotes du Congo central. Félix-Antoine Tshisekedi les a tranquillisés. Enfin, la paix en Ituri par les dépôts des armes sans condition. Le président Félix-Antoine Tshisekedi a lancé un appel en ce sens pour que les miliciens déposent leurs armes et rentrent à la maison. Revenez à la raison. Il n'y a plus du tout de raison de continuer dans vos activités nuisibles pour la société. Revenez à la raison, revenez à la maison, parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de nous battre pour que l'État s'installe partout, que l'autorité de l'État soit active et présente sur tout l'ensemble de notre territoire. Théâtre de violences récurrentes, Djougou, territoire dans la province de l'Ituri, peine de retrouver une quiétude durable. Alfred Bongwalanga, administrateur de ces territoires depuis 2 ans, est excédé par les massacres répétitifs dans son entité. Il s'en remet au président de la République pour des solutions définitives. Ce que nous souhaitons, ce sont les opérations militaires de grande envergure. Ensuite, sur le plan social, en fait, parce que nous sommes le territoire le plus peuplé de l'Ituri. Nous avons des millions ici. Et tant plus qu'il y a des millions de gens, et compte tenu de la forte densité, et que les jeunes n'ont rien à faire, c'est alors qu'on achète leur conscience et pour venir troubler. Un plaidoyer qu'il a fait auprès du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en visite dans cet immense territoire d'environ 3 millions d'âmes. Très ovationné par la population, le président de la République est venu s'enquérir de la situation réelle dans Djougou. Après de nombreux entretiens avec les autorités locales et les députés nationaux et provinciaux de ces territoires, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a rassuré et apaisé la population de Djougou. Bozala na inquiétude lisusu te sikoyo tokamati ba problème na bino avec intention ya kobongisa ngo prioritairement.
Pona likambo etali sécurité, armée ekotikala wati mokolo lisasi ata moko te kobetama lisusu. Message passé, le président de la République prend la direction de la prison de Djougou à quelques encablures. C'est ici qu'a été incarcéré son défunt père dans les années 1982 sous Mobutu. Le chef de l'État a même admiré cet arbre planté autrefois par Étienne Tshisekedi. C'était également l'occasion de se rendre compte des conditions carcérales de cette prison pour sa rénovation prochaine. Rebroussant chemin, le président infatigable s'est arrêté à Inga Barrière pour s'adresser à la population. Félix Antoine Tshisekedi a prêché la paix, l'amour et a promis de son implication pour le développement de cette contrée. C'est une visite de compassion et de réconfort moral qu'a effectué le président de la République au site 1 du Haut Commissariat des réfugiés à Bunia, où sont hébergés plusieurs milliers de déplacés qui ont fui les récents massacres dans les territoires de Djougou. Accueilli chaleureusement, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est montré très sensible à leur situation. S'adressant à ces déplacés, le chef de l'État a fait des promesses fermes. Promesse nangai ezali ya kozongisa bino bisika boutaki. Promesse nanga mususu ezali ya koloba que jamais plus bakotia bino lisusu na insécurité. Tokotika bandeko na biso ya armée nationale bakoka ko tia bino nyonso na sécurité. Likambo nga naza kosenga bino ezali ya bozala na bolingo kati na bino botika makambo ya bokabwani. À l'occasion, le président a remis à Caritas des biens vivres et non vivres pour subvenir aux besoins immédiats de ses compatriotes. Un geste et une présence salués par les bénéficiaires. Et juste après, le cortège présidentiel s'est dirigé vers l'aéroport national de Bunia, où les décors étaient bien plantés pour dire au revoir au président. Et c'est dans l'après-midi que Félix Antoine Tshisekedi a quitté Bunia pour Kinshasa. Mon propos d'aujourd'hui ne constitue pas un bilan à mi-parcours du chef de l'État. Cependant, il est de bon ton, après 5 mois à la tête du pays, que je vous dise ce qui revient à l'actif de mon administration. S'agissant du social, j'ai entrepris, dans le domaine de la santé, de mettre en œuvre des mesures qui produiront des effets bénéfiques à l'ensemble de la population à court terme. Ces mesures sont mises en place de manière progressive. Il en est ainsi de la gratuité des soins de santé au profit de nos hommes de troupe, ce qui constitue un prélude à la couverture maladie universelle que j'ai annoncée et à laquelle plusieurs partenaires extérieurs ont adhéré, promettant leur accompagnement. Pour renforcer la lutte contre le virus Ebola, j'ai créé un comité de coordination national placé directement sous la tutelle de la présidence qui réunit, outre le ministère de la Santé, des experts congolais dont la renommée en la matière est reconnue au-delà de nos frontières. Je ne ménagerai aucun effort pour enrayer ce fléau. C'est pourquoi, aux actions du gouvernement, j'ai décidé d'associer les leaders politiques locaux et ceux de la société civile, car ce combat nous concerne tous. La problématique de l'eau et de l'électricité à Kinshasa et dans l'arrière-pays se doit d'être définitivement résolue. À Kinshasa, la capitale, certains travaux d'aménagement de modules de traitement d'eau sont à terme et d'autres en cours de finition. C'est le cas, pour ne citer que ces exemples, de la station de Lemba Imbu, tout comme la reprise en alimentation d'eau au camp militaire de Kitona, dans la province du Congo central, après plusieurs décennies de pénurie. Dans le domaine des infrastructures, les travaux en cours sur l'étendue du territoire national, en particulier des routes et ponts d'intérêt général,
démontre ma détermination à favoriser l'intégration nationale et les échanges entre les provinces. Dans les centres urbains, la ville de Kinshasa a donné le ton avec des travaux d'aménagement, notamment des sauts de moutons, en vue de débarrasser la capitale de ces interminables embouteillages. En ce qui concerne la réhabilitation des routes, plusieurs ouvrages sont en voie d'être achevés à Kinshasa et dans les provinces, comme j'ai pu m'en rendre compte personnellement lors de ma visite dans la Chopo, où j'ai inauguré 2 ponts d'intérêt national. Des travaux de grande envergure ont été confiés à l'Office des routes dans toutes les 26 provinces et à l'Office des voiries et drainages en ce qui concerne Kinshasa et les principales villes du pays. Il a plu effectivement par le devoir coutumier de venir voir la maman pour ce que nous appelons le retrait du chef, accompagné par une vache, par une chèvre, par tout ce qui s'accompagne, comme pour dire les chefs viennent lui dire on vous met debout. Et donc nous étions avec vous, nous levons l'ancre, nous quittons les lieux. Et de la même manière, vous avez suivi ce jour-ci le Grand Kasaï, la grande communauté Congo, de ce qu'on appellerait l'Équateur, le Congo central, Kinshasa, les Grands Bandundu, tous avec l'ensemble de l'Est, le Maniema, le Kivu, le Katanga, en fait, l'ensemble de tous les chefs de la République, nous ont assiégés, en fait, personnellement, pour demander où est-ce qu'on en était avec le pouvoir coutumier. Depuis que nous avions la loi Bakajika, qui a créé beaucoup de conflits coutumiers, depuis que nous avions une autre loi, où est-ce qu'on en est, depuis qu'on a un autre ministère, où est-ce qu'on en est, j'ai vu dans la ferme volonté des chefs coutumiers de dire nous avions une autre ministère des Affaires coutumières depuis 2012, mais nous considérons qu'il y a eu du recul. Et donc ils se sont décidés en ma personne de recommander cette candidature pour éventuellement, effectivement, répondre aux desiderata, aux soucis qui préoccupent les chefs coutumiers. Un seul dossier inscrit au tableau du rôle constitutionnel de ce lundi 1er juillet 2019, c'est le règlement intérieur du Sénat introduit à la Cour constitutionnelle pour examen de la conformité à la Constitution de la République. Adopté le 12 juin dernier par les sénateurs, ce règlement intérieur de la Chambre haute du Parlement a finalement été traité par les bureaux de la Cour constitutionnelle siégeant en matière de contrôle de conformité au cours de l'audience publique de ce lundi 1er juillet 2019 sous la direction de son président Benoît Luamba Bindu, qui en conclusion a déclaré conforme les règlements intérieurs du Sénat. La Cour constitutionnelle siégeant en matière de contrôle de constitutionnalité, après avoir entendu M. le procureur général en son avis, déclare conforme à la Constitution le règlement intérieur du Sénat sous réserve que l'article 218 ne soit pas interprété dans le sens de soustraire les sénateurs de la justice et qu'aucune des sanctions prévues au titre 9 ne soit infligée sans que le concerné n'ait eu l'occasion de se défendre. Benoît Luamba Bindu a précisé qu'on ne peut porter confusion dans l'interprétation de l'article 218 du règlement qui exige le respect de lois pour tout sénateur censé répondre à la justice. Notez que tous les membres du bureau de la Cour constitutionnelle étaient présents à cette audience publique. Des déchets ménagers et autres ordures font partie du décor dans plusieurs villes du pays. Une véritable préoccupation du gouvernement central dans l'assainissement du milieu. À la recherche des solutions de recyclage, un protocole d'attente vient d'être signé avec la société CECAD. Le chef de l'État il tient à la propriété de la ville-province de Kinshasa. Et nous-mêmes, en tant que ministre de l'Industrie, nous avions déjà amorcé ce travail pour rendre la ville propre. Et là, ce n'est que le couronnement du travail qu'on avait déjà amorcé depuis longtemps, de sorte que maintenant on dispose d'une entreprise qui va ramasser et transformer ces déchets en électricité. Pour la mise en route de l'accord, la capitale Kinshasa a été choisie comme ville pilote, d'où la signature de l'accord avec le gouverneur de la ville, Chantini Ngobila Mbaka. Nous allons construire à peu près 7 centrales d'incinération
pour pouvoir valoriser et produire de l'énergie. L'objectif est d'ici 2 ans, donc avant la fin 2021, de voir déjà 2 centrales de construites et la collecte, une partie de la collecte déjà mise en place. La finalité de la collecte, ce sera plus de 1000 camions qui vont donc travailler sur l'ensemble des 24 communes. Environ 150 000 containers poubelles seront répartis de façon intelligente pour donner accès aux citoyens, avoir des points d'accès aux citoyens pour déposer leurs ordures ménagères. La CECAD, Société des droits congolais, filiale des Panafricains Green Energy, en association avec des intérêts espagnols, a une expérience de plusieurs années dans la transformation des déchets ménagers en énergie renouvelable. Ces usines visitées il y a peu par une délégation composée des experts du ministère de l'Industrie et les délégués de la présidence de la République ont donné plusieurs enseignements à la délégation venue de Kinshasa. Début du processus du recrutement des élèves de la 6e promotion de l'École nationale d'administration. Les candidats intéressés sont conviés à consulter les sites web de l'ENA www.ena.cd pour s'informer de préalable. La réception des candidatures se fera en ligne à travers le site de l'ENA www.ena.cd. et s'étendra sur la période allant du 2 au 17 juillet 2019 afin de permettre aux candidats intéressés de toutes les 26 provinces par ce processus à soumettre leurs candidatures respectives. Le ministre d'État, ministre de la fonction publique, Michel Bongongo, qui a lancé ces recrutements, a mis l'accent sur la réforme et modernisation de l'administration publique. L'atteinte de cet objectif passe par plusieurs axes, dont le rajeunissement du personnel de l'administration publique, l'assurance qualité, la formation et le renforcement des capacités qui constituent le socle de la mission de l'École nationale d'administration. Le gouvernement de la République recrute chaque année, à travers l'ENA, des jeunes diplômés des universités et des jeunes fonctionnaires réunissant les conditions d'admissibilité afin de les soumettre à un programme de formation de haut niveau en management public. Face aux besoins immenses en personnel qualifié identifiés au sein de notre administration publique, le gouvernement de la République est appelé à poursuivre les efforts déjà entrepris depuis quelques années. À ce jour, 348 énarques ont été recrutés, formés et affectés au sein des différentes administrations et services publics et 100 autres poursuivent encore leur formation, a souligné le ministre d'État de la fonction publique, Michel Bongongo. Les parties prenantes à l'élaboration de la loi des finances exercice 2020 sont depuis ce 2 juillet 2019 en séminaire d'orientation budgétaire. Lancé au nom du Premier ministre par le ministre d'État Pierre Kangou Diambayi, ministre sortant du budget, ces assises vont permettre aux participants de définir de manière consensuelle les politiques publiques devant être coulées dans les colonnes des recettes et des dépenses face aux axes prioritaires tels que définis par le président de la République, Félix-Antoine Tshilombo, dans ses différentes interventions, son programme des 100 jours et surtout le discours d'investiture durant sa mandature 2019-2023. Primo, la sécurisation du territoire national. Secondo, l'amélioration des conditions sociales de la population. Tertio, le développement économique du pays. Et quarto, la protection de l'environnement. Le séminaire d'orientation budgétaire qui démarre aujourd'hui se veut être l'occasion d'échanger et de définir de manière consensuelle avec toutes les parties prenantes au processus budgétaire les politiques publiques et les actions prioritaires inscrites dans le cadre budgétaire à moyen terme 2020-2022 qui servira de référence pour l'élaboration
projet de loi de finances 2020. Avec la participation active de la société civile, le séminaire d'orientation budgétaire, appuyé par la Banque mondiale à travers le projet Profit Congo et le COREF, se doit de dégager les meilleures pistes pour booster l'économie du pays, accroître le bien-être de la population sans se passer de l'accès aux soins, des santé primaires de qualité, la gratuité de l'enseignement primaire, les nouvelles infrastructures ainsi que la lutte contre les érosions. Il s'agit d'une évaluation à mi-parcours de la campagne de rattrapage pour l'enregistrement des enfants à l'état civil. Ces projets financés par la Banque mondiale visent à enregistrer près de 2400 enfants à l'état civil et 600 000 devront avoir leur acte de naissance. Pour les chargés de programme du système des réformes du gouvernement, la cérémonie de remise symbolique des actes de naissance aux parents d'élèves au lycée Molende est un aboutissement d'un long processus visant à récupérer les enfants n'ayant pas été enregistrés pendant la durée légale. Ces deux missions, c'est-à-dire élaborer la stratégie et enregistrer 2 400 000 enfants qui n'ont pas été pendant la durée légale. Un enfant qui n'est pas enregistré, qui n'est pas reconnu légalement. Vous connaissez vous-même le problème de succession en cas de décès des parents et même dans certaines organisations, entreprises, tout ça, pour que l'enfant soit accepté, soit pris en charge, il faut qu'il ait l'acte de naissance. S'il n'a pas de naissance, il ne peut pas être pris en charge. Cette phase pilote concerne la ville de Kinshasa et vise près de 400 000 enfants. Une occasion de sensibiliser la population et interpeller les parents à pouvoir se rattraper dans l'enregistrement des enfants à l'état civil. Une surprise pour moi, je ne m'attendais pas vraiment à ça. De prendre ça si tôt possible. C'est une bonne initiative, c'est vraiment bien, il faut continuer à faire ça. Et pour les autres aussi qui n'ont pas encore fait, qu'ils puissent le faire. Après l'évaluation de cette phase pilote dans la ville de Kinshasa, le projet va s'étendre dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Le gouverneur du Kassai central, Martin Kabouya Moulamba, a parcouru 1200 km pour visiter tous les secteurs qui composent les territoires de Djimbélengé dans la province du Kassai central. Une première étape d'une tournée d'inspection qui les conduira dans le territoire de sa province. Parti de Kananga en passant par Mbujimaï, le numéro 1 du Kassai central a foulé la terre de Djimbélengé par Bakamba, une entité enclavée jamais visitée par un gouverneur. Martin Kabouya devient ainsi le premier gouverneur à visiter Bakamba. Les gouverneurs de la province du Kassai central et sa suite ont eu un accueil chaleureux, un accueil de grand jour. Tous les villages s'étaient vidés pour ovationner celui qui incarne désormais l'espoir de tout un peuple. Devant une foule impressionnante, Martin Kabouya a invité la population de Djimbélengé de consolider la paix chèrement acquise. Cette paix doit reposer sur les combats de la lutte contre le tribalisme, le clientélisme et le clanisme. Partout où il est passé, Martin Kabouya a redynamisé le sens du devoir des autorités traditionnelles et de chefs des secteurs pour la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble de la province. La relance des travaux de cantonnage manuel était également au centre de ce message. Il a mis en garde les semeurs de troubles en privilégiant la paix sociale. Cette visite à caractère social était une occasion pour le gouverneur Isaton Zégué Koloké de palper du doigt les conditions de vie des réfugiés centrafricains casés au camp de Ike, localité située à 45 km de la ville de Gbadolité. L'émissaire de Félix Tshisekedi a, après avoir relevé les difficultés rencontrées par cette population, remis des vivres et autres biens de première nécessité. Le jeune gouverneur promet de mener une fois de plus le lobbying auprès du gouvernement central. Objectif, soulager tant soit peu les conditions de vie de ces Centrafricains qui ont trouvé refuge en RDC. Il y a plusieurs problèmes qui sont décriés, entre autres le problème de leur assistance alimentaire par le PAM. Ils ont décrit qu'aujourd'hui, quand un réfugié est assisté à terme de 8 250 francs congolais par mois par le programme alimentaire mondial, vous comprenez qu'avec 8 250 francs congolais par mois, c'est quasiment inhumain, on ne peut pas vivre avec ça. Et donc ce que je vais faire, encore une fois que je vais rentrer de l'habilité, faire un rapport à la hiérarchie pour que nous puissions voir dans quelle mesure le PAM ainsi que le gouvernement congolais, nous puissions avec le HCR se mettre autour d'une table pour voir dans quelle mesure nous allons pouvoir mieux nous occuper de ces réfugiés qui sont chez nous et qui vivent dans des conditions que personne au monde ne peut accepter pour sa vie, pour sa femme, pour ses enfants et pour toute sa famille.
C'est une première descente sur ces sites depuis l'arrivée de Isato Nzege à la tête de cette province. Le premier citoyen du Nord Ubangi a également inspecté les infrastructures de ces camps de réfugiés centrafricains. C'était en présence des responsables du HCR, du PAM et de certaines autorités politico-administratives dans cette partie du pays. 2 ponts à béton armé sont en construction sur les rivières Lononga 1 et Lononga 2 qui traversent l'avenue de l'Université de Kindu à la hauteur du PK 3 et 5 sur l'axe Kindu-Lokando, à 10 mètres du bâtiment administratif de l'Université de Kindu. La construction de ces 2 ponts qui se réalisent sur fonds propres du gouvernement provincial du Maniema sont exécutés par l'OVD. Le coût des travaux est évalué à 28 914 $ américains. Ils mesurent chacun 7 mètres de longueur et 3 mètres de largeur. Le gouverneur de la province du Maniema, Ogi Moussafiri, vient de donner le coût d'envoi des travaux ce lundi 1er juillet 2019, tout en demandant à l'OVD de respecter son calendrier de travaux qui prévoit 11 mois en vue de faciliter la circulation de la population qui utilise cette avenue reliant la ville de Kindu et l'université. Ces quelques gestes de changement poussent la population du Maniema à croire en leur gouverneur. Et le recteur de l'université de Kindu, Patrick Kitoume Mobambo, n'hésite pas de le témoigner. Norbert Kipalamoto n'a pas manqué de remercier le gouverneur Moussafiri qui a répondu avec promptitude aux cris de détresse des usagers de cette route de la commune de Mikelenge. Les camionneurs de la route nationale numéro 17 sont plus que satisfaits par le fait que les travaux de réhabilitation des tronçons Mongata-Ngandambo avancent à pas de géant sous impulsion du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avec fonds propres de la République, exécuté par l'office de route Maïndombe, un axe resté pendant plusieurs années en état de délabrement très avancé qui a endeuillé plus d'une famille. Après la visite de chantier Isaka, 3 jours ont suffi pour l'ingénieur Jean-Dédier Mikwari, directeur provincial de l'office de route Maïndombe, puisse palper du doigt de l'effectivité des travaux effectués par la brigade 220, basée actuellement à Mibé, un village situé à 150 km de Mongata. Nous sommes ici à Mibé, c'est à 150 km de Mongata, donc les véhicules peuvent rouler sans inquiétude de Mongata jusqu'à Mibé, 150 km. Il nous reste maintenant 90 km pour arriver à Bandung. Quant à la question de savoir les difficultés que rencontre cette entreprise d'exécution, le directeur provincial de l'office de route Maïndombe nous en dit plus. Les difficultés, c'est d'ordre matériel. Vous voyez par exemple cette niveleuse qui travaille, c'est grâce à notre directeur général qui avait fait son intervention. Cette niveleuse vient de la direction provinciale de Kinshasa, qui nous a renforcés. Alors nous avons des engins qui ont traîné depuis très longtemps, depuis 2013 qui ne fonctionnaient pas. Est-il qu'on avance? Le bénéficiaire de cet acte routier, quant à eux, exige son asphaltage en vue de mettre fin aux multiples accidents de circulation qui ne cessent d'endeuiller des Congolais. Hier 1er juillet 2019, toutes les assemblées provinciales ont mis les clés sous les portes. Les députés provinciaux ont pris leurs vacances parlementaires. Dans la province du Haut-Ouélé, les esprits ont été fixés sur l'investiture du gouvernement provincial tant attendu. Le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Ouélé, Afond Afongetumbu, a appelé les gouverneurs de cette province à faire diligence pour constituer son gouvernement et s'acquitter de l'obligation légale qui est celle d'investir le gouvernement provincial. Fermeture de la session ordinaire également dans les Olomami, c'est lundi 1er mars 2019. Les maires de la ville de Kamina, les chefs de l'exécutif provincial, les membres du conseil de sécurité ainsi que plusieurs invités ont pris part à cette cérémonie. Des points ont été retenus lors de cette séance, notamment l'adoption de l'ordre du jour et la clôture proprement dite de la session ordinaire. Le président de l'Assemblée provinciale du Olomami, héritier Katandoula Kawilisha, a demandé aux représentants du peuple à l'Assemblée provinciale de mettre à profit leurs vacances parlementaires. C'est en présence de l'exécutif provincial du Lualaba, Richard Mouej Manguez Mans,
qu'est intervenue la clôture de la session ordinaire de mars de l'Assemblée provinciale des 7 provinces. Le président du bureau provincial, Kamweni Tumbu Mataïla, a appelé les autorités nouvellement établies à privilégier les dialogues et à poursuivre l'élan du développement déjà lancé à travers la province. Cette session ordinaire s'est apaisantie sur les contrôles parlementaires liés entre autres au social et au conflit de certains services de l'État en province. Au Tanganyika, la cérémonie s'est déroulée dans les chapiteaux de l'Assemblée provinciale. C'est le président de l'Assemblée provinciale, Joseph Loulou Kitenge, qui a procédé à la clôture de cette session devant plusieurs autorités provinciales, y compris le gouverneur Zoé Kabila. Le numéro 1 de l'Assemblée provinciale a, dans son discours, passé en revue tous les événements qui ont marqué la session ordinaire, tant au niveau international, national et local. Il a remercié les honorables députés pour le travail des titans qu'ils ont abattu au cours de la dite session. Enfin, dans la province du Maniema, la cérémonie de clôture de la session ordinaire a été consacrée aux questions législatives, notamment l'élection du gouverneur et vice-gouverneur, l'élection et l'installation des membres des commissions permanentes, validation des mandats des suppliants. La présidente de l'Assemblée provinciale d'Imaniema a exhorté le gouvernement provincial d'Imaniema à une gestion responsable de la chose publique. Le rendez-vous est pris pour le mois de septembre prochain. « 2 juillet 2019, c'est la clôture officielle de l'année scolaire 2018-2019 dans toutes les écoles de la RDC. Au complexe scolaire Bokele-Yale, le préfet des études, Deli Bofaka, a respecté la tradition à travers cette cérémonie de proclamation des résultats et évaluation des activités réalisées au cours de l'année. En présence de l'inspecteur chef de pôle de la province éducationnelle de la Gombe, le préfet de l'école a commencé par remercier les parents et les élèves venus nombreux assister à cette cérémonie, mais surtout le parent pour l'encadrement de leurs enfants pendant cette année scolaire 2018-2019 qui s'achève. Quelques instructions conformément au règlement intérieur de l'école ont été rappelées à l'intention des enfants, mais aussi des parents qui ne cessent de veiller à leur mise en pratique. C'est entre autres la tenue de l'uniforme, la coiffure, sans oublier la pratique immorale à combattre en milieu scolaire. Les élèves finalistes de cette année 2018-2019 ont reçu des brevets de mérite. Parmi les réalisations, un bâtiment à 3 niveaux a été érigé dans l'enceinte de l'Institut pour augmenter le nombre de salles de classe et accroître la capacité d'accueil. Les locaux pour l'internat de l'école y compris. Tout ceci à la satisfaction des parents. Les résultats dans l'ensemble ont été très bons parce que nous avons totalisé plus de 872 réussites sur 1300 et quelques. Donc je crois qu'on a atteint vraiment le seuil, on a dépassé 70% et c'est une très bonne chose.